Cet hiver, sans vacanciers, la montagne s'est figée. On est la seule activité physique sportive de plein air interdite. Donc c'est une immense injustice et on ne comprend pas pourquoi les domaines skiables ne sont pas ouverts. Il faut qu'ils nous donnent les moyens de survivre, sinon on ne survivra pas. L'économie du ski nourrit les vallées. Quand elle ne rapporte plus, les communes voient leur budget fondre. Aujourd'hui, c'est toute cette chaîne qui se casse la figure. La crise sanitaire menace des stations déjà fragilisées par le réchauffement climatique. En 30 ans, on a perdu presque 40 cm de neige. Sur un enneigement moyen de 1 mètre, c'est quasiment la moitié. Si on voulait enneiger seulement le bas des 3 pistes, il fallait mettre environ 1 million d'euros sur la table. On a dit stop, maintenant on arrête, arrêtons les frais, quoi. Pas de traces dans la poudreuse. La neige s'accumule. L'or blanc n'a plus de valeur. Très vite, la nature redevient hostile et la montagne sauvage. Comble de l'ironie, cette année, la neige ne cesse de tomber sur les massifs. Cela aurait pu être une très bonne saison. À la Rosière, perchée à 1850 mètres d'altitude, en Savoie, la station est prise dans un épais manteau blanc qui menace de la paralyser. Alors on va dans mon resto d'altitude, un petit peu plus haut, c'est environ 1 km. En temps normal, le restaurant, idéalement situé au milieu des pistes, est accessible par les remontées mécaniques. On a un télésiège d'habitude, mais vu que tout est fermé, c'est compliqué. Ça fait bizarre, je suis né ici, ça fait 32 ans que je skie sur ces pistes-là, que je vais au restaurant que mes parents ont créé. Ça fait bizarre, c'est un côté triste, un peu morbide. Je suis obligé de venir tous les jours parce que sinon, j'accède plus à la partie de l'entrée. Si on laisse la neige indéfiniment, je pense que la charpente, au bout d'un moment, ça lâche, quoi. Ces jours-ci, les clients qui parviennent au plan du repos, en raquette ou en ski de randonnée, se comptent sur les doigts d'une main. Pendant les vacances de février, autour de ces tables, ce devrait être une joyeuse cohue. Quand il fait beau, on peut faire 800 couverts. 800 couverts. Donc, c'est pas la même. C'est pas la même. Si ces recettes ont dramatiquement chuté, les coûts d'entretien, eux, n'ont pas changé. C'est des coûts qui sont exorbitants. On a des cuves de 3000 litres de fuel pour notre dameuse. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on l'ait. On a besoin de chauffer le bâtiment parce que sinon, toutes les canalisations d'eau, elles gèlent. C'est des coûts fixes qu'on a quoi qu'il arrive, qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas. On a quand même des appartements qu'on a loués pour nos saisonniers, parce qu'on loge nos saisonniers en montagne, et ça a un coût aussi. On doit les réserver toute la saison, parce que si demain ils décident d'ouvrir, on ne peut pas planter leur tente dehors, quoi. La neige, qui d'ordinaire est une bénédiction pour les stations de ski, devient en cette période de crise une malédiction. Car même si les vacanciers se font rares, la commune doit continuer à déneiger ses routes et ses chemins piétons. Heureusement, elle dispose d'une armada spectaculaire d'engins techniques. Attention, il va reculer. Voilà, ça c'est tout le parc de véhicules qui nous sert au déneigement donc, de toute la commune. Un tracteur, c'est 200 000 euros. Une chargeuse, c'est 200 000 euros. Une fraise, c'est bien plus que ça. Et c'est tout du matériel qui est très lourd en investissement, en entretien. Donc on est propriétaire ou locataire. Nos camions, par exemple, on a 3 camions qui sont loués pour la saison hivernale à une société privée.
Le déneigement, c'est 600 000 € par an, juste pour le déneigement de la commune. Stéphane, toi tu prends le poids lourd, Christophe la fraise, et puis on fait comme d'habitude, hein. Allez, c'est parti. Et pour déneiger la station, l'équipe emploie une méthode bien particulière. Contrairement aux routes ordinaires de village ou de montagne, où on chasse la neige sur les bords de route, on travaille avec la fraise à neige qui, elle, charge dans le camion pour évacuer la neige sur ce qu'on appelle les décharges à neige, des gros sites de stockage. Parce que dans la station, aujourd'hui, on manque de place pour pouvoir stocker notre neige. Avec l'urbanisation et le développement de la station, on n'en a plus d'emplacement sur site pour laisser la place. Un entretien lourd et coûteux pour une commune de seulement 700 habitants, facilement financée par les skieurs, quand il y en a. Car en pleine période touristique, la neige se transforme en or blanc. Les sociétés de remontée mécanique reversent aux communes une partie de leur chiffre d'affaires. Sauf que là, plus rien ne rentre dans les caisses. Jean Régaldo est directeur du domaine skiable de la Rosière. Donc voilà, on arrive dans notre espace de vente principal de la maison du ski. Vous voyez, un espace où on avait tout préparé pour respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, des bornes de gel hydroalcoolique, des files d'attente organisées. On avait investi au total sur l'ensemble du domaine skiable pour toutes les mesures Covid plus de 30 000 € et on attend nos clients. C'est une immense injustice puisqu'aujourd'hui on est le seul transport public interdit, on est la seule activité physique sportive de plein air interdite. Donc c'est une immense injustice et on ne comprend pas pourquoi les domaines skiables ne sont pas ouverts. Objectivement, vos rentrées d'argent C'est simple, c'est zéro. Voilà, donc zéro rentrée d'argent. Aujourd'hui, le domaine skiable à la Rosière, c'est environ c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Toutes les taxes sont assujetties au chiffre d'affaires, donc c'est zéro pour la commune, zéro pour l'État en TVA. Sans rentrée d'argent, l'exploitant ne peut pas damer toutes les pistes. Le problème, c'est que certains vacanciers s'aventurent dans les sommets. Peut-être sans savoir que le domaine skiable n'est pas totalement entretenu et sécurisé. Il y a plus de pratiquants qui veulent se mettre au ski de rando, découvrir cette activité, qui est une activité formidable, mais qui présente des risques. La prévention sur risque avalanche, c'est uniquement pour les installations, c'est pas du tout pour les skieurs. Et notre domaine skiable, qui habituellement est totalement sécurisé, dans ce contexte actuel, ne l'est pas. Remontée mécanique à l'arrêt, conséquences immédiates. La commune a perdu un tiers de son budget annuel. Contrainte de faire des économies partout. Quelque chose qui est tout frais pour vous montrer l'impact de la situation actuelle. J'ai conclu hier, pas plus tard qu'hier après-midi, avec notre prestataire qui nous loue les engins de déneigement, de lui rendre ses véhicules. On lui paye ce qu'on lui doit jusqu'à aujourd'hui, mais on ne lui payera pas le reste de la saison. C'est toute une économie locale qui est liée à l'activité du ski, qui génère donc des recettes aux communes, qui elles-mêmes font travailler des prestataires privés, qui embauchent des saisonniers. Et aujourd'hui, c'est toute cette chaîne qui se casse la figure. La commune a dû remettre à plus tard bon nombre de ses projets, comme la rénovation de ce bâtiment qui date de la création de la station il y a 60 ans. C'est un projet qui n'est pas repoussé de 6 mois, c'est un projet qui est repoussé de plusieurs années, 2-3 années au mieux. Sans savoir ce qui va se passer non plus à l'avenir, puisqu'aujourd'hui la crainte de la commune, c'est qu'est-ce qui va se passer l'hiver prochain. Sans attendre l'hiver prochain, les enfants de la station veulent continuer à s'entraîner. Ça va Robin ? Tu veux un petit coup d'essuie ? Voilà. Mais leur club de ski aussi est en difficulté. C'est bon ? Voilà, on va faire respirer un peu le nez là. Voilà, super. Le ski club il est financé en grande partie par la vente des carénages. C'est une assurance que l'on vend aux vacanciers qui viennent à la Rosière, que l'on vend en même temps que le forfait, qui les assure pour la semaine à moindre coût. Et tout l'argent est récolté et reversé au ski club, donc ça représente quand même
une somme assez conséquente. Pour entraîner les enfants, le club a d'abord loué un téléski pour 2 300 €. Tout ça représente un coût à la journée assez énorme. Donc on a pu tenir pendant un mois, on a pu faire skier nos enfants pendant un mois. Et là, on se replie sur des solutions un peu plus économes. Les enfants vont tester aujourd'hui un tire-flèche improvisé. Ils vont se faire tracter par le quad à chenilles. Donc là, les enfants, vous tenez bien à la queue de vache. Ok. On se tient bien, on serre un peu les abdos. Et une fois que c'est parti, vous allez voir, c'est ultra facile. Vous restez bien un petit peu écarté, hein, vous venez pas trop vous coller. Ça marche? Allez, on va voir si le quad est assez costaud. Ah oui, c'est bon. Il faut qu'on aide les enfants à croire en leurs rêves, en les protégeant de cette crise au maximum. Ça va être le devenir un peu de la station, ça va être des moniteurs de ski, des pisteurs. Donc voilà, on essaye de continuer de les entraîner, continuer de leur faire aimer la montagne. Le temps d'une descente, encadrés par des moniteurs dans une zone sans risque, les enfants du pays profitent de cette montagne qui les a vus naître. C'est justement pour faire vivre les vallées que la création des stations de ski a été encouragée par l'État français dans les années 60. Il fallait empêcher cet exode rural qui désolait Jean Ferrat à l'époque. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Emmanuelle Georges est chercheuse en économie touristique. Ses dernières études portent sur le devenir des stations de ski. L'essentiel du développement touristique de la France s'est fait autour des années 60, avec ce qu'on a couramment l'habitude d'appeler le plan neige, donc pendant les 30 Glorieuses, où l'objectif était de créer des stations, une filière de sports d'hiver. Il y a de plus en plus de skieurs dans nos stations. Le dimanche, c'est le bouchon permanent au pied des remontées mécaniques. Le chapelet sans cesse renouvelé des candidats à la descente ne se résorbera qu'avec la nuit. On piétine souvent les plates-bandes du voisin, et les pistes ne sont pas sans rappeler la Nationale 7 un 31 juillet. Et donc, on a créé une économie en montagne qui a permis à un certain nombre de montagnards, bien sûr, de rester au pays pour y travailler, mais aussi de pouvoir faire venir d'autres personnes pour occuper un certain nombre d'emplois dans ces stations. Le modèle économique ne se résume pas aux remontées mécaniques. Il inclut les locations, les restaurants, les hôtels. On a créé un véritable écosystème station, finalement, sur un territoire assez circonscrit en montagne, qui a généré de la valeur ajoutée. Et certains ont pu appeler ça l'or blanc, parce que d'un coup, par rapport à ce que ces territoires ont connu en matière agricole ou pastorale, on avait une activité qui générait un volume financier et économique différent. Mais tout cet écosystème est menacé par un danger plus grand que le virus, par le réchauffement climatique, qui dans certaines stations de basse ou moyenne altitude fait déjà fondre la neige. Près de Grenoble, au col de Porte, des scientifiques étudient la neige. Ils la mesurent quotidiennement depuis 1960. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un puits de neige ou une coupe verticale du manteau neigeux. Elle n'est pas hyper propre, mais on voit déjà des choses. Rien qu'en passant notre doigt comme ça, on peut sentir les changements dans les propriétés de la neige. Donc par exemple, jusqu'ici à peu près, on a une couche de neige froide, fraîche et très légère. Et puis ici, c'est beaucoup plus dur et c'est une neige qui a dû voir l'eau ou la pluie, qui a déjà subi des cycles de gel-regel.
Et ben, ce qu'on voit, c'est que c'est pas des belles étoiles comme on pourrait s'attendre, comme on voit dans les films. C'est plutôt des espèces de petites boules qui ressemblent à des boules de mimosa, qui ont été givrées en fait lorsqu'elles sont passées dans les nuages. Si quelques mesures restent manuelles, les autres données sont enregistrées automatiquement. Grâce à des capteurs à ultrasons et des lasers, l'équipe peut connaître la force du vent, celle du rayonnement du soleil et bien sûr la hauteur et la température de la neige. C'est un site unique parce qu'on a une série très longue de données qui nous permet justement d'analyser le signal de réchauffement climatique sur un site comme le col de Porce. Alors ça va caractériser plutôt la moyenne montagne parce qu'on est à 1300 mètres d'altitude, on n'est quand même pas très haut. Mais au moins on a un site témoin pour calculer l'effet du réchauffement climatique en moyenne montagne sur les préalpes. Et malheureusement, le constat est sans appel. La situation climatique s'aggrave dans les montagnes françaises. Ici en haut, ce qu'on voit, c'est l'évolution de la hauteur moyenne de neige. Donc chaque barre, c'est un hiver. La première chose, c'est que c'est très variable. Il y a des très bonnes années, il y a des très mauvaises années. Et ça a toujours été le cas. Et en moyenne, il y a une tendance très forte à la diminution de l'enneigement moyen. Donc par exemple, en 30 ans, on a perdu presque 40 cm de neige. Donc sur un enneigement moyen de 1 mètre, c'est quasiment la moitié. La deuxième ligne ici, ça montre la même chose, mais pour l'évolution de la température de l'air moyenne pendant l'hiver. Donc on voit également qu'il y a une tendance très forte au réchauffement, avec une rupture dans les années 90 où quasiment toutes les années deviennent rouges. Et en moyenne, on a un réchauffement de quasiment 1 degré en 30 ans. Moi, ça me rend très triste en général de regarder ces graphiques quand on les sort chaque année et qu'il y a une barre rouge qui se rajoute en plus chaque année. Que ça veut dire que on aura moins de beaux hivers et moins de neige comme ça au col de Porte. Et les prévisions sont un peu désespérantes. Si les gaz à effet de serre ne sont pas réduits massivement, seules les stations de haute montagne survivront. Si on continue comme ça, ça va continuer de descendre drastiquement jusqu'à la fin du siècle. Et à la fin du siècle, il y aura un enneigement moyen qui sera quasiment nul. Ça ne veut pas dire pas de neige du tout, mais ça veut dire qu'en moyenne, il y aura quasiment pas de neige. Pour certaines stations françaises, le problème de l'enneigement n'est pas nouveau. Dans les Vosges, les hivers sans neige sont apparus en même temps que les stations. La situation est donc tellement grave actuellement? Eh bien oui, si vous voulez, ces deux dernières années, le fait que la neige ait manqué a mis pas mal d'exploitants dans des difficultés financières importantes. Nous espérons cette année nous rattraper, mais vous savez que c'est le ciel qui en décidera. L'exploitant Jean-Marie Remy n'a finalement pas attendu que la neige tombe du ciel. Il est l'un des premiers Français à s'être équipé en canon à neige. 30 ans plus tard, il s'en souvient comme si c'était hier. Regardez, là voilà. Voilà les premiers neigeurs. Alors, moi j'appelais ça les marmites. J'ai été chercher ça en Allemagne, la veille de Noël. Et les douaniers ne voulaient pas me laisser passer. C'était une assurance tout risque, les canons à neige. Vous comprenez? On avait l'esprit plus libre. Ici, à Saint-Nicolas, il n'y avait pas de neige. C'était 3 semaines avant Noël. On se faisait un souci monstre. Quand il n'y avait pas de neige, comme je n'avais pas d'argent et que j'empruntais de l'argent au banquier, j'étais embêté toute l'année qui suivait. Quand mon père a construit ses premiers téléskis, à l'époque, il s'est endetté chez les voisins, chez les banquiers. Et que même si on n'avait pas une vision du réchauffement climatique, il y avait quand même pour l'investisseur le souci du remboursement, le souci du lendemain. Et tout naturellement, la sécurisation de la neige était un sujet. Depuis, c'est Jean-Yves, le fils, qui a repris les rênes de l'entreprise familiale. Alors ici, on est à la Bresse, donc le berceau de l'entreprise du groupe Label Montagne. Jean-Yves Remy a poursuivi le travail de son père. Mais aujourd'hui, on est loin des premiers enneigeurs en forme de marmite. Tout
Tout est désormais automatisé grâce à l'usine à neige. Voilà, donc ici on est au central, hein, donc c'est de là qu'on pilote en fait cette installation de neige de culture. Il y a plus de 250 enneigeurs sur le domaine, on approche les 300 enneigeurs. C'est une installation totalement automatique, ce qui permet effectivement de programmer des priorités commerciales, quelle piste on veut enneiger en premier, des températures de démarrage, des périodes de fabrication. Ce sont les températures négatives qui déclenchent la production. Il faut qu'il fasse froid, car au-dessus de 0 degré, pas de neige artificielle. Très clairement, la limite du système, c'est effectivement la température positive. Mais je serais tenté de dire qu'effectivement, le jour où on n'a plus de température négative, il n'y a plus de ski en montagne. Enfin, quelque part, le ski est tributaire de la neige est tributaire du froid. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui faire fonctionner une station de sport d'hiver sans gel, sans froid. Donc c'est de là que partent les tuyaux qui amènent l'air comprimé. Les tuyaux bleus, bien c'est l'air, et les tuyaux verts, c'est l'eau. On voit ici les départs vers la piste, donc ce sont des canalisations enterrées. Il y a plus de 10 km de canalisation. Les canalisations envoient l'air comprimé et l'eau pompée dans un lac artificiel jusqu'aux enneigeurs. Pendant la crise sanitaire, ils ont continué de souffler, produisant des dunes de neige de plusieurs mètres de haut. Mais l'exploitant n'avait pas le choix, il voulait être prêt au cas où la station ouvrait. La particularité d'une station de sport d'hiver, d'un domaine skiable, c'est que avant de démarrer la station, quasiment avant de rentrer 1 euro de chiffre d'affaires, on dépense quasiment 80% de nos charges. Et là, on voit bien, ça illustre un petit peu ce qu'on engage, c'est qu'on a fabriqué cette neige, ça coûte de l'argent, elle est là, on la voit, on ne l'a pas étalée puisqu'on l'étale en dernière minute, mais on voit qu'aujourd'hui, quasiment 80% de nos charges ont été dépensées. Ce qui a permis d'éviter la catastrophe, ce sont toutes les nouvelles activités mises en place par Jean-Yves. Une luge sur rail. Allez, va, je démonte. Des bouées sur neige. Mais ces rentrées d'argent-là ne sont pas grand-chose en comparaison de ce qu'une journée de ski en février peut générer. Aujourd'hui, pour satisfaire le client, on met en œuvre des activités complémentaires, mais pas alternatives, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'activité qui intéresse la clientèle, qui fasse que la clientèle, effectivement, dépense de l'argent dans nos montagnes et qui puisse venir remplacer, en fait, le ski. Donc, je pense que ce n'est pas qu'on manque d'idées, mais c'est qu'aujourd'hui, le ski est magique. Le ski est magique dans ce que le client éprouve, mais dans ce qu'il génère aussi en termes économiques au niveau de la montagne. Tous les exploitants n'ont pas les moyens de lutter contre l'absence de neige. L'année dernière, Sébastien Baradel a dû fermer sa petite station vosgienne. On n'avait pas beaucoup de neige car on n'est qu'à 800 mètres d'altitude ici. Et puis, point de vue entretien, mise aux normes, ça coûtait très très cher. Si on voulait enneiger seulement le bas des 3 pistes, parce qu'on a 3 pistes, une verte, une bleue et une rouge, il fallait mettre environ 1 million d'euros sur la table. On a dit stop, maintenant on arrête, arrêtons les frais, quoi. Le Vosgien a mis en vente ses 3 téléskis que ses grands-parents faisaient tourner depuis les années 70. Ah il fonctionne, hein, tout fonctionne, ouais. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'à vendre ce matériel qu'on a sous les yeux au quotidien et qui est triste à regarder, quoi. Surtout parce que c'est une entreprise familiale, donc c'est encore pire que si c'était moi qui avais acheté et que je cessais l'activité. Comment vous le vivez justement? Pas très bien. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est la météo. Et la météo est cruelle. Cette année, elle fait tomber la neige à gros flocons. Il est certain que des hivers avec autant de neige, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Ça va? Salut, ouais, ça va, ouais. Tu viens à skier? Je vais en profiter un peu. Bah ouais. Aujourd'hui, Sébastien Baradel se concentre sur son hôtel.
Voilà, le château. Château vide. Le château vide, oui, en effet, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est triste, hein, cette situation. Hein. Le plus dur, c'est de ne pas savoir. Domaine skiable de France, la dénomination des 3 téléskis qui sont en vente. Ah oui. Ses grands-parents ont acheté la station. Lui doit la vendre. Mais c'est pour la génération suivante qu'il est inquiet. Je pense plus à la limite à mes gamins, parce que c'est plus eux qui verront de moins en moins de neige. Bon, moi, dans une vingtaine d'années, je suis en retraite, donc voilà, c'est pas la fin du monde, mais plus pour les enfants, parce que c'est quand même magique. L'exode des montagnards, que redoutait Jean Ferrat, est redevenu une éventualité. La nature est prête à reprendre ses droits et à rendre son isolement à la montagne sauvage.